Prenons quelques exemples de ces milliardaires qui gravitent autour de Vladimir Poutine pour qu'on se rende compte un petit peu de qui ils sont. Je vous montre leurs photos et vous me faites rapidement leur CV. On commence par Igor Sechin. Alors, Igor Sechin, c'était justement, c'est peut-être quelqu'un où on aurait plus de mal à l'appeler un oligarque, même s'il est richissime. Il a été l'adjoint de Poutine dans les années 90 jusqu'en 96, quand Poutine était entre 91 et 96, à la mairie de ce qui s'appelait encore Leningrad, ce qui est devenu Saint-Pétersbourg, et où il était chargé, en théorie, de faciliter l'implantation d'entreprises étrangères à Saint-Pétersbourg, et notamment à l'époque il était beaucoup question de créer une zone franche dans le port de Saint-Pétersbourg pour développer l'économie du pays. Lui était l'adjoint et il a toujours travaillé avec Poutine, ce qui est d'ailleurs une des caractéristiques, c'est que Poutine il a, je dirais, tous les défauts du monde, il a une sorte de qualité, il a une espèce de fidélité, il suscite la fidélité, c'est comme dans la mafia, quoi. Tu me trahis, je te tue, mais donc tu as intérêt à rester avec moi jusqu'au bout, ce qui est une vraie question actuellement. Et donc lui a été l'adjoint, il a suivi Poutine dans toute sa trajectoire, et actuellement il est à la tête d'une immense entreprise d'État de pétrole qui a notamment récupéré au milieu des années 2000 les biens de Khodorkovsky, donc les biens de pétrole, et Khodorkovsky en fait il apparaît à la fin des années 80, simplement c'est caché, et ensuite ça se verra au milieu des années 90. Donc il y a plein de gens à qui on a donné des biens de l'État, qui est tombé en disgrâce complètement, et qui a été un exemple, de attention, si vous n'êtes pas fidèle, si vous voulez faire de la concurrence politique, c'est-à-dire tout simplement vous présenter aux élections contre moi, je peux vous envoyer au goulag pour 10 ans. Le message c'était ça, et pour rien du tout. Et ça a fonctionné. Et ça a fonctionné remarquablement bien. Un autre profil peut-être un peu similaire, Alexei Miller. Alors lui c'est le gaz. Donc c'est Alexei Miller, c'est Gazprom. Oui, on peut le ranger dans une catégorie plutôt proche de celle de Sechin, effectivement. Donc c'est les patrons des corporations d'État. Miller, comment on pourrait classifier alors pour le coup, lui, il a, je dirais d'entrée de jeu, adopté une ligne. Je suis le bras armé de, mais motus. Aucune ingérence dans la sphère politique. Il y en a un qui est un ami, non, ce qui est intéressant avec Miller, c'est que donc il est à la tête en théorie du gaz, donc Gazprom. L'argent, etc. Bon, ce qui est en fait Gazprom, c'est l'ancien ministère soviétique du gaz qui a été privatisé par Monsieur Tchernomyrdin, qui au passage s'est servi et qui est devenu donc à partir de en tant que fonctionnaire soviétique un des hommes absolument richissimes sur 4 générations, parce que je crois qu'il a 4% des actions ou un peu plus, un peu moins, mais pas énormément de Gazprom, sauf que toute sa famille peut vivre sur 5-15 générations là-dessus. Et ce qui est intéressant avec Miller et Gazprom, c'est qu'ils ont créé très vite Gazprom Media, qui a gentiment, à partir de 2000, commencé à racheter les médias indépendants, qui s'étaient créés dans cette Russie des années 90. C'est-à-dire que quand M. Védrine dit n'avoir pas vu venir M. Poutine, je veux dire, tout le monde l'avait vu venir sauf lui, c'est-à-dire qu'à partir des années 90, il suffisait d'ouvrir ses yeux, ils étouffaient les médias, mais de manière civilisée, c'est-à-dire Poutine les faisait racheter par Gazprom Media. Et Gazprom Media leur faisait comprendre, les gars, il y a des choses à dire, il y a des choses à pas dire. Et Miller a été et à la tête de Gazprom. C'est un peu comme nos milliardaires en France et la concentration des médias. Oui, dans un pire autre encore, genre, mais oui. Sans doute, bien pire en effet. Un autre qui est je crois, enfin si j'ai bien lu Mediapart et autres, un ami personnel de Poutine, Sergueï Tchemetov. Sergueï Tchemetov. Il vous inspire. Sergueï Tchemetov est aussi à la tête d'une de ces gigantesques corporations d'État, Rostec. Alors Rostec, je crois que c'est une holding qui comprend 700 sociétés, dont Rosabaron Export, donc qui a le monopole des contrats d'armement, dont on va reparler un petit peu plus tard. Tchemetov est vraiment qualifié d'extrêmement proche de Poutine. Il était le
supérieur de Poutine à Dresde et son voisin de palier, paraît-il. Et donc, effectivement, si on doit parler de loyauté, ces deux-là s'entendent extrêmement bien. Il y a aussi une forme de tandem assez fort, Sechin, qu'on a évoqué, Chemezov, c'est-à-dire que toutes les opérations de récupération des actifs qui seraient encore dans le privé et qui sont intéressants et qu'il faut faire rebasculer sous la tutelle de l'État sont assez bien organisés par ces deux personnages. Et si je peux me permettre, ce que Madeleine a dit, mais il faut souligner, c'est-à-dire que Chemezov, c'est général du KGB, c'est-à-dire c'est la tête. Donc on a dans ces oligarques toute une partie qui sont des anciens du KGB. Et là où il va falloir en parler, qu'on a oublié de dire quand même, c'est que les banques qui se sont constituées pour racheter en 96, d'où venait l'argent? Comment vous créez des banques à partir de l'Union soviétique? Bon, Chemezov, c'est un type qui est en haut d'une certaine hiérarchie au KGB, qui a été le chef de Poutine. On en retrouve des comme ça un petit peu partout. Et une deuxième chose, on y reviendra peut-être, c'est que Chemezov, il a eu quand même des très bonnes relations avec un certain nombre de milieux d'affaires français. Il a eu la Légion d'honneur, il l'a décerné à l'époque par M. Sarkozy, il a beaucoup traité avec M. Djouri, qui est un grand copain de M. Villepin, ou qui était à l'époque. Donc on rentre avec lui aussi dans les ventes d'armes, avec tout ce que ça implique de rétrocommission, ce que dit dans l'interview d'ailleurs Pougatchev, et tout ce que ça implique aussi de contact avec des personnalités occidentales. Qu'on pourrait citer qui a construit son influence et son pouvoir, ou en tout cas qui a assis son influence et son pouvoir à l'étranger, Roman Abramovich, dans un autre genre. Alors Roman Abramovich, lui, pour le coup, c'est plutôt le profil du jeune loup qui a pigé et qui est vraiment la génération un petit peu en dessous. Hein. C'est le plus jeune presque de la bande dans les années 90. Je crois qu'il ne faut pas se leurrer, c'est-à-dire que c'est un personnage qui semble extrêmement avenant. Il achète des clubs de foot, il finance un stade à Saint-Barth. Et alors, si vous allez à Saint-Barthélemy, ça m'est arrivé pour interviewer la fille Eltine, pas autrement. Mais si vous allez à Saint-Barthélemy, c'est après Johnny, c'est Roman Abramovich. Hein. Donc ça, donc c'est sympa, voilà. Mais sauf qu'il faut pas se leurrer. Je crois qu'il est absolument conscient d'être un des rouages de ce système. Et quand bien même il a tenté de mettre le maximum d'argent en Occident, je crois que il faut pas se méprendre sur ses intentions, sur ses intentions. Moi, je voudrais rajouter quelque chose, notamment sur Abramovich, qui est extrêmement intéressant. C'est-à-dire que tu disais, c'est quelqu'un qui s'est fait lui-même. Bon, il est orphelin à la base, donc je ne vraiment pas un sou de capital. Il s'est fait lui-même, etc. Je ne crois pas un mot. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est quelqu'un. Non, c'est quelqu'un de doué, c'est quelqu'un qui a le sens des affaires, c'est quelqu'un d'intelligent, comme beaucoup de ces oligarques, incontestablement. On ne commence pas avec des milliards en Occident si on n'a pas une source, et c'était pas des petits millions, c'était pas si on n'a pas une source à l'extérieur. Le livre de Catherine Belton, qui a fait l'objet d'un procès il y a quelques mois, où justement Abramovich a porté plainte contre elle en Grande-Bretagne, où le système juridique coûte des fortunes, j'irais pour se faire défendre, etc. Qu'est-ce qui le gênait, Abramovich? Ce qui le gênait, c'est notamment ce que dit donc Catherine Belton, qui était journaliste au Financial Times, qui a longtemps vécu en Russie, qui connaît très bien la Russie. Elle a très grosse enquête. S'il y a un éditeur français daignait la publier, je pense que ce serait pertinent. Ça serait, c'est indispensable. Et elle montre quelque chose sur lequel avaient déjà travaillé des journalistes russes, d'ailleurs, dont un l'a payé de sa vie. C'est-à-dire que dès la fin des années 80, le KGB a fait sortir de l'argent d'Union soviétique et l'a fait sortir via des entreprises, via Dresde, ça c'est une supposition mais ça paraît tenir la route, via Dresde, dans des entreprises occidentales. Et il y avait ce qu'on appelle en russe un obchak, c'est-à-dire, vous savez, la caisse commune de la mafia. Et ensuite, les gens pouvaient se servir, mais c'est pas leur argent, c'est l'argent commun, c'est l'argent. Donc elle disait notamment, il a reçu l'ordre d'acheter Chelsea, donc il portait plainte aussi sur ce point, pour
pour donner une jolie image au pouvoir russe, c'est-à-dire du soft power. Voilà. Mais c'est fait avec l'argent russe, c'est-à-dire que sous ce joli visage, on a quelqu'un de richissime et dont toute une partie, la majeure partie de l'argent, au moins au départ, vient de l'argent soviétique. Et le moment présent est très intéressant puisque finalement la boucle est bouclée. C'est-à-dire que ce que présente Cécile, une forme de le KGB comme curateur des embryons du capitalisme. Ensuite, tentative de s'en détacher et voilà. Là, on est bien tous ensemble. Là, c'est bien verrouillé. Avec les portes fermées, oui. Voilà, et puis les portes sont fermées. Oui, ça, alors, un dernier, avant de passer à la suite, un autre profil qu'on pourrait appeler l'oligarque idéologue comme Constantin Malofiev. C'est ça ? Oui, alors Constantin Malofiev, il a un agenda idéologique assez assumé. Il fait partie de ces oligarques qui assument une stratégie clairement ultra-réactionnaire. Lui, il a fait fortune dans les télécommunications avec son fonds d'investissement Marshall Capital. Et puis, il est aussi à la tête de la fondation Saint-Basile-le-Grand, qui est la plus grande association caritative orthodoxe et qui sponsorise des événements internationaux qui, justement, ont ces idées. Alors, ces idées, c'est quoi ? C'est finalement de créer une sorte de grande internationale réactionnaire qui réunirait les orthodoxes, les catholiques qui sont opposés à l'avortement, opposés aux droits pour les LGBT, et puis le Gotha aristocratique. Et donc, c'est ça qu'il met en œuvre depuis des années. Il a des liens avec l'extrême droite européenne un petit peu partout, et notamment, et c'est pour ça qu'on s'y est intéressé à Mediapart, avec l'extrême droite française, avec les Le Pen. On a raconté dans Mediapart qu'il avait, Constantin Malofiev, rencontré Jean-Marie Le Pen fin 2013 à Montretout, et puis ensuite il l'a rencontré à Moscou. Il a invité Jean-Marie Le Pen à Moscou dans ses locaux de Marshall Capital. Et ce qui est intéressant, c'est qu'entre deux, il y a 2 millions d'euros qui sont arrivés dans les caisses de Cotelec, le micro-parti de Jean-Marie Le Pen, qui en fait alimente les caisses du Front National. Et à l'époque, Jean-Marie Le Pen cherchait à financer les élections européennes du Front National, qui était celle de 2014, qui est arrivée. Et donc, 2 millions sont arrivés. Constantin Malofiev, avec qui j'avais posé action, m'avait dit que ce n'était pas lui derrière ce prêt. Nous, on a pu démontrer que tous les éléments convergeaient vers Malofiev et que les protagonistes, un petit peu qui avaient assisté à ces rendez-vous secrets, savaient que Malofiev s'était engagé pour ce prêt et que ce prêt avait été acté chez Jean-Marie Le Pen en 2013. Ce qui est intéressant, c'est qu'ensuite Marine Le Pen, elle-même, a rencontré Constantin Malofiev. C'était au printemps 2014 et c'était juste au moment du versement de ce prêt, d'après Émeric Chauprade, qui était à l'époque le conseiller international de Marine Le Pen et qui était présent lors de la rencontre. C'était en remerciement des 2 millions qui étaient accordés à Cotelec pour financer les européennes. Mais Marine Le Pen ensuite se tourne vers une autre filière russe pour obtenir son prêt pour le Front National de 9 millions d'euros et pas vers Constantin Malofiev. Pourquoi ? Notamment parce que on lui avait dit qu'il avait des affaires troubles en Russie, qu'il était lié à plusieurs affaires troubles, notamment avec AXA, qui s'est conclu par un accord demeuré secret, mais qui portait quand même sur des centaines de milliers d'euros. Donc, un oligarque évidemment sulfureux.